Alors, mon exposé aujourd'hui, c'est vous expliquer pourquoi est-ce que, du point de vue d'un chercheur, d'un mathématicien, d'un informaticien, l'imagerie médicale, c'est pas vraiment de l'IA, c'est surtout un calcul très structuré. Et qu'est-ce que cela implique sur l'avenir du domaine. Alors, un petit mot de présentation, mon sujet, parce que je pense que vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Jean Fédy, je viens vers vous avec 3 casquettes. La première, c'est que je suis un chercheur. J'ai fait des maths à Paris, de l'informatique à Londres, sur avant tout l'anatomie computationnelle et plus récemment du deep learning géométrique avec des applications biomédicales. Ensuite, donc, je suis un enseignant. J'ai beaucoup enseigné à la fois en donnant des TD au Master MVA ou en donnant des cours, des TP à l'ENS, sur des cours d'introduction aux mathématiques appliquées, les fondements mathématiques des sciences des données. Enfin, je viens d'une famille de docteurs, donc tous les jours, je côtoie des médecins généralistes, des radiologues, etc. Et finalement, en étant au confluent comme ça de la recherche fondamentale, de l'enseignement et de la pratique médicale, j'ai pu me rendre compte que l'IA en médecine, c'est un domaine dans lequel il y a un immense décalage entre ce que l'on sait, ce que l'on espère et ce que l'on craint. Je crois que la source du problème vient du fait qu'on appelle ce domaine de l'IA. Enfin, finalement, on utilise toujours des mots très connotés comme intelligence artificielle, réseau de neurones, qui nous évoquent tous les films, tous les livres que nous avons lus. Et je crois qu'on est tous d'accord pour dire que dans la culture générale, l'IA, c'est un concept qui séduit, qui intrigue, qui protège ou qui menace, mais en tout cas qui n'explique jamais rien. C'est dommage, parce qu'entre nous, en recherche, on parle toujours de modèles dont on discute les hypothèses et dont nous étudions les propriétés. Je crois que aujourd'hui, c'est la bonne occasion de profiter de cet échange entre mathématiciens, informaticiens, statisticiens, chercheurs, médecins, pour lever un peu le voile et vous montrer comment est-ce qu'un ingénieur, quelque part, envisage ces problèmes. Vous montrer que c'est très différent du Terminator. Alors, aujourd'hui, le plan de l'exposé va se décomposer en 3 temps. Alors d'abord, on va parler d'intelligence artificielle et montrer que c'est avant tout un bon modèle appliqué sur de bonnes données. La question naturelle ensuite va être de se demander quels sont les modèles que l'on peut utiliser en imagerie médicale. Je vais vous montrer au moins 3 grands niveaux de description, 3 grandes manières de calculer avec des images qui ont des forces et faiblesses complémentaires. Enfin, à la question quel développement pour les années à venir, je ne pourrais pas vous donner de réponse ferme, mais je pourrais insister sur le rôle clé qui est tenu par les puces électroniques, les cartes graphiques que nous utilisons tous en recherche aujourd'hui, qui sont taillées sur mesure pour certains types de calculs et qui influencent grandement l'évolution actuelle et future du domaine. Disons, je vais essayer de mettre en lumière ces espèces de fondations matérielles, ces circuits de silicone, de silicium, qui sont à mon avis les vrais tracteurs de l'intelligence artificielle. Enfin, en conclusion, je vais essayer de vous donner quelques ressources qui vont vous permettre en tant que médecin de commencer à comprendre et à devenir acteur de cette évolution qui est finalement beaucoup plus complexe que juste utiliser une IA en boîte noire. Alors, première partie de l'exposé, pourquoi est-ce qu'une IA, c'est avant tout des données plus un modèle? Première question, qu'est-ce qu'un jeu de données? On en parle beaucoup et je pourrais vous dire que en première approximation, d'un point de vue disons simple pour un exposé, vous pouvez juste penser à un jeu de données comme un grand tableur Excel. Ici, je vous donne un exemple très simple. On a N sujets, ici 4 patients, 4 lignes de mon tableau, sur lesquelles je connais beaucoup de choses. Par exemple, je connais leur régime alimentaire. Je sais par exemple que madame mange beaucoup de pommes, monsieur pas trop, et que par contre, elle boit peu de bière, alors que le monsieur, oui. D'accord? Donc, je peux toujours penser à mes données comme un grand tableau de taille n fois d, donc n lignes, n sujets et d colonnes ou des variables observées. On pourrait aussi parler de features. Et le but du jeu, quand on fait de l'intelligence artificielle ou disons de l'apprentissage supervisé, c'est de résoudre un problème de régression. C'est-à-dire trouver une méthode, on va chercher une formule F qui va, pour chaque patient, prendre les D variables d'intérêt,
donc ici le régime alimentaire du patient, et approcher au mieux une quantité d'intérêt, par exemple la santé du cœur. Finalement, donc là c'est important de vous dire qu'on parle beaucoup avec des mots compliqués, intelligence artificielle, etc. Mais l'apprentissage supervisé, c'est exactement ce qu'on vous a toujours appris en statistique sous le nom de régression. Et donc quel est le modèle le plus simple de régression? C'est la régression linéaire. C'est le modèle où, pour approximer la santé d'un patient, vous allez décider de prendre une combinaison linéaire des données à disposition. En pratique, ça veut dire qu'un modèle de régression linéaire va être paramétré par une collection de poids, que j'appelle ici A, B, C, D, E, F, que l'on va multiplier au nombre d'aliments consommés. On va multiplier avec le régime alimentaire, ensuite faire une somme et obtenir un score. En pratique, on choisit les poids de la régression linéaire, les poids du réseau, selon la méthode des moindres carrés. C'est-à-dire qu'on va prendre A, B, C, D, E, F pour que sur mon tableau, lorsque j'applique cette règle de régression, eh bien le vecteur, le tableau de santé estimée soit le plus proche des données réelles, enfin des données vérité terrain observées au sens des moindres carrés. Il faut que la somme des distances au carré entre la prédiction et la vérité terrain soit aussi faible que possible. Alors ce modèle, évidemment, il est très connu, vous en avez forcément entendu parler. Il a été développé au XIXe siècle par Gauss, Legendre, avec des premières applications en astronomie. L'enjeu ici, c'est qu'à l'époque, c'est qu'on avait des centaines d'observations qui venaient de centaines d'astronomes différents pour la position de quelques planètes. Donc finalement, le cadre pour lequel la régression linéaire a été développée, c'est celui où j'ai un tableau avec beaucoup de lignes, beaucoup d'observations à des temps différents, sur une poignée de variables, quelques angles en fait, dans le ciel. Dans ce régime-là, finalement, dans le régime où votre base de données est très haute et peu large, la régression linéaire, c'est un très bon outil. Enfin, ça peut être un très bon outil en tout cas. Le souci, c'est que la médecine, ce n'est pas de l'astronomie. Souvent, vous savez, on parle toujours justement du Health Data Hub, de bases de données qui pèsent des terabits d'informations. En fait, en médecine, souvent, on a beaucoup d'informations sur les patients. C'est-à-dire que pour chaque individu, bon, ici, je sais absolument tous les aliments qui ont été consommés, mais je vais observer un cardiogramme, je vais observer des données d'IRM, finalement, beaucoup de fichiers qui vont peser très lourd et qui vont rendre mon tableau beaucoup plus large que haut. C'est-à-dire que j'aurai beaucoup plus de colonnes que de lignes. Le souci, dans ce régime, c'est que lorsqu'on a beaucoup d'informations sur peu de patients, on découvre bien vite des corrélations extravagantes. Après tout, c'est normal, finalement. À partir de mon tableau ici, j'essaie de prédire j'essaie de régresser une variable, ici de taille 4, c'est-à-dire pour chaque individu, j'essaie de prédire un score. Si j'ai 6 colonnes ou 1000 colonnes, vous comprenez bien qu'il va être très probable qu'au moins une de ces colonnes va être fortement corrélée à la variable que je cherche à régresser. Et donc, appliquer naïvement une procédure de régression linéaire sur un tableau qui est plus large que haut, eh bien, c'est sans doute une très mauvaise idée, parce que vous risquez fort d'overfitter, c'est-à-dire de trouver ici une colonne qui correspond parfaitement à ce que vous cherchez. Ici, la colonne consommation de steak. Vous risquez très rapidement, en appliquant un modèle simple de statistique sur un tableau qui est mal conditionné, de tirer des conclusions un peu hâtives de vos bases de données, comme la santé cardiaque dépend uniquement du nombre de steaks que vous avez consommés. Alors ça, c'est le problème fondamental du machine learning, l'overfitting, et évidemment des méthodes ont été développées pour tenter de le résoudre. Dans le jargon, on parle de régulariser la prise de décision, essayer de combattre ce problème qui est qu'en pratique, en machine learning, on a souvent trop de colonnes par rapport au nombre de lignes dans nos tableurs Excel. Alors la première idée, c'est celle de ne se restreindre à des prises de décision simples qui n'utilisent que peu de colonnes à la fois. C'est ce qu'on appelle utiliser un modèle parcimonieux.
Alors c'est une technique qui est extrêmement évidemment pertinente et utile par exemple pour l'analyse de données tabulaires. Vous connaissez peut-être les librairies comme XGBoost ou l'identification de sources. Je suis sûr qu'Alexandre Grandfort, dans l'exposé qui suivra, vous parlera de l'ASSO, d'ElasticNet, etc. Le problème, c'est que ce n'est pas toujours la panacée. Et ici, par exemple, finalement, j'ai joué de malchance. Il y avait vraiment une colonne, une seule, qui était fortement corrélée à ma santé cardiaque. Et donc, même en disant que j'utilise un modèle parcimonieux, j'overfit. Une deuxième stratégie, c'est donc d'utiliser un modèle structuré qui pourra utiliser la géométrie des données. Ici, je vous illustre ce concept en regroupant les aliments par grande famille. C'est-à-dire que je mets les pommes et les bananes ensemble, le steak et le jambon ensemble, et les boissons alcoolisées dans un troisième paquet. Et lorsque j'utilise cette structure de groupe sur mes données, je vais me restreindre à utiliser des poids de régression linéaire qui doivent être proches pour des aliments de la même famille. En faisant ça, je vais limiter l'influence statistique d'une colonne qui serait par malheur parfaitement corrélée dans mon jeu de données à la variable à régresser. Vous voyez ici, c'est ce que j'ai symbolisé en disant que les poids pour pommes et bananes sont à peu près les mêmes, les poids pour steak et jambon doivent être à peu près les mêmes, les poids pour vin et bière doivent être à peu près les mêmes, et cela va me forcer finalement à utiliser un vecteur de régression linéaire plus simple, avec finalement seulement 3 valeurs indépendantes au lieu de 6. Le fit, quelque part, va être un peu moins bon. La prédiction sera en apparence moins précise, puisque je n'obtiendrai pas une adéquation parfaite à la donnée, mais en échange, et c'est beaucoup plus utile, j'obtiendrai une règle, j'obtiendrai une information sur le problème de meilleure qualité. Ici, finalement, j'aurais appris que la santé cardiaque d'un patient, elle est positivement corrélée, ce que je note en rouge, avec la consommation de fruits, moyennement corrélée avec la consommation de viande, et négativement corrélée avec la consommation d'alcool. Finalement, cette technique de structurer la précision, d'utiliser le fait que certaines colonnes sont proches les unes des autres, en un certain sens, c'est ce qu'on pourrait appeler faire de la géométrie des données. Donc, comme je vous l'ai marqué ici, on pense évidemment au regroupement des aliments en grandes familles, ou dans un cadre un peu plus sérieux, si vous voulez, à la classification hiérarchique ATC des médicaments. Alors, tout ça c'est bien, mais on n'est pas en train de faire de la diététique aujourd'hui, on parle d'imagerie médicale. Et en imagerie médicale, le problème est encore plus criant qu'en diététique, c'est-à-dire que la régularisation va vraiment être incontournable. Pourquoi? A priori, vous pourrez vous dire, mais en imagerie médicale, je travaille en 3 dimensions. Non. En fait, il faut bien comprendre que dans ce grand tableau, je n'ai pas 3 colonnes X, Y, Z. J'ai une colonne pour chaque pixel de mon image. Lorsque je remplis une base de données, pour chaque patient, en fait, je crée une longue ligne avec autant de colonnes que de pixels. Et en faisant les calculs, on se rend compte que ça fait beaucoup. Parce qu'un scan 3D, facilement, avec au moins 100 x 100 x 100 pixels dans chaque direction, ça fait déjà 1 million de pixels ou de voxels en 3D. En pratique, lorsqu'on étudie une pathologie en particulier, même dans un cas très favorable, en imagerie, on observera donc plusieurs millions de variables sur quelques milliers de patients. Ça veut dire que d'un point de vue statistique, le problème d'imagerie médicale, en tout cas étudié d'un point de vue naïf, est extrêmement mal conditionné. J'ai un tableau avec peu de lignes, beaucoup de colonnes, à l'antipode du cas, du régime pour lequel la régression linéaire a été développée, et donc c'est vraiment zone rouge danger. La question que nous devons donc tous nous poser en tant que chercheurs est la suivante. Comment agréger l'information donnée par un scanner 3D ou un scanner 2D? Alors, première mauvaise nouvelle, c'est que vous en êtes tous conscients, une bonne lecture d'une image ne peut pas dépendre de seulement 5 ou 10 pixels fixés à l'avance. Il est hors de question d'avoir une règle de décision qui est regarde si le pixel 128-312 est blanc, si oui, le patient est sain, s'il est noir, il est malade. Donc ça, malheureusement, la parcimonie, en tout cas utilisée de manière naïve, ne pourra pas nous sauver ici. Il faut donc apprendre à structurer le problème, à regrouper les pixels de manière pertinente. En d'autres termes, pour répondre à cette question, il va falloir se demander que lit-on sur une radio? Alors, voilà.
Voilà un angiogramme, d'accord, le cœur, les poumons, la cage thoracique. Mais finalement, ça, cette vision-là anatomique de l'image, bah, vous l'avez sans doute en tant que médecin, mais un ordinateur ne l'a pas. Il faut donc bien avoir conscience qu'en tant qu'ingénieur formé à penser comme un ordinateur ou comme programme informatique, je peux analyser cette image avec 3 niveaux peu intuitifs. Le premier, c'est celui tout simple de la grille de pixels. C'est-à-dire que le premier niveau de description de l'image, c'est de dire que c'est un grand tableau avec des 0 et des 1, que ce pixel est blanc avec des voisins gris, etc. Bon, très bien. A priori, ça peut nous être utile pour, par exemple, caractériser la texture des tissus. Remarquer que le poumon est plutôt noir, remarquer que la paroi du cœur est grise avec un certain pattern, etc. Mais on est encore loin de faire de la médecine. Un deuxième niveau d'abstraction, c'est celui de l'anatomie. C'est celui où, à l'image 3D, je superpose des masques de segmentation qui vont venir contourer les tissus anatomiques pertinents, comme ici, voilà, l'aorte, le ventricule gauche, etc. Enfin, je peux aussi finalement partir de cette image noir et blanc pour plaquer ma connaissance anatomique, c'est-à-dire recaler sur cette image observée chez le patient un modèle fonctionnel qui va me permettre de prédire, par exemple, le fonctionnement du cœur. Est-ce que le sang bat bien ou pas? Donc, en simplifiant beaucoup, chaque niveau de description, c'est-à-dire les pixels, l'anatomie ou un regard fonctionnel, correspond à une manière de regrouper les pixels, de regrouper l'information sur l'image. Le premier niveau, celui de la grille de pixels, correspond à l'idée où les voisins de ce pixel vert, ce sont les points dans une petite fenêtre carrée autour de lui. Le second point de vue, le point de vue anatomique, c'est celui où vous allez plutôt regarder les voisins au sein d'un même tissu. Par exemple, les voisins de ce pixel orange, ce seront les pixels qui sont proches géographiquement, mais qui font partie aussi du mur cardiaque. Enfin, le troisième niveau fonctionnel, c'est celui où vous allez arrêter de vous focaliser sur la structure géométrique du tissu et plutôt vous intéresser à finalement une connaissance a priori du fonctionnement du cœur. Vous savez que le sang passe d'un endroit à un autre, que vous connaissez finalement le fonctionnement électrophysiologique du tissu et donc vous êtes capable d'établir sur une image qui est a priori une image 2D, une notion de voisinage, de proximité qui provient d'une connaissance fine du fonctionnement du tissu que vous êtes en train d'observer. Alors, pour comprendre un petit peu, pour se faire une intuition de ces 3 niveaux d'analyse, comprendre leurs forces et les faiblesses, je vais vous les décrire un petit peu en détail. Le premier niveau, on l'a vu, c'est celui de la grille de pixels. Disons, c'est celui où je décris l'image à étudier comme un tableau avec NX, NY, NZ pixels, donc 100 x 100 x 100 par exemple, et que je travaille directement sur cette donnée. Le jargon en imagerie, c'est de parler d'image et volume bitmap, c'est-à-dire tableau de bits. Dans la vie courante, c'est ce format qu'on utilise implicitement dans les formats BMP, dans les formats PNG ou le format JPEG des photos numériques. C'est le standard en radiologie, c'est-à-dire que les scanners IRM, CT sont faits pour transformer un signal physique en une image bitmap que l'on vous montre sur votre écran. C'est donc évidemment en imagerie médicale, travailler sur ce niveau de description est donc évidemment très commode, puisque le matériel est déjà conçu pour. Alors, cette description de l'image a plusieurs points forts. Le plus important, le plus fort, c'est sa structure mémoire très ordonnée, avec des voisinages explicites. C'est-à-dire que quand je décris une image comme un tableau de nombres, et bien finalement, pour connaître les voisins de ce pixel, c'est tout simple, j'ai juste à regarder la cellule de gauche, la cellule de droite, la cellule en bas et la cellule en haut.
quelque chose qu'un programme informatique peut connaître de manière déterministe, de, très rapidement. Cela veut dire que sur une image 2D ou 3D, calculer des moyennes locales des valeurs des voisins peut se faire très rapidement. Il suffit pour chaque pixel d'agréger l'information des pixels alentours, une opération vraiment qui peut s'effectuer très rapidement, calculer une moyenne pondérée, et voilà. C'est ce qu'on appelle faire une convolution. Et donc, disons, dans un cursus d'informatique, on va toujours dire que l'image bitmap, la grille de pixels, est appropriée pour l'implémentation de programmes à base de convolution, à base d'architecture convolutionnelle. Ce type de description, évidemment, est très adapté à tous les traitements, disons, locaux. On peut faire des choses globales, mais c'est vraiment parfaitement adapté pour l'analyse fine de la texture d'une image. Une fois qu'on a la texture d'une image, on peut grandement faciliter la segmentation de tissus et détecter des motifs. Par exemple, détecter à un niveau presque pixélique qu'un endroit est une calcification, qu'un endroit est une fracture de l'image. Donc ça, ce sont les points forts vraiment de la description grille de pixels, et ce sont ceux, finalement, ce sont les avancées aujourd'hui sur ce tableau-là, sur la segmentation de tissus et la détection de motifs, qui ont créé finalement cet engouement pour l'intelligence artificielle en imagerie médicale. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres manières de parler d'une image. Donc le deuxième niveau, c'est celui des nuages de points, des surfaces 3D. D'accord ? C'est le niveau où, au lieu de décrire une image comme un grand volume, comme une collection de slices, je le décris comme un nuage de points, c'est-à-dire un grand tableau de coordonnées x, y, z, avec éventuellement une information sur les triangles. Vous voyez, je pense que vous comprenez bien que travailler avec ce type de données, enfin ce type de représentation de la donnée, est à un niveau informatique très différent de travailler avec un tableau, avec un tableur. D'accord ? Alors, cette description, elle est aussi standard dans certains domaines. La première, c'est que, disons, en imagerie grand public, c'est celle qui correspond au format standard SVG. Celui, vous savez, qu'on a su Adobe Illustrator au lieu d'Adobe Photoshop, c'est celui des dessins, des bandes dessinées par exemple, qui sont faites sur la tablette graphique, ou des icônes que vous voyez sur vos téléphones, sur votre bureau, et sur lesquels vous pouvez zoomer à l'infini. D'accord ? Si vous pouvez zoomer sur un icône, c'est parce qu'il n'est pas codé comme une grille de pixels, mais comme un dessin explicite, avec des points, des segments, des courbes, etc. Ce type de représentation, il est standard pour le jeu vidéo. D'accord ? En 3D, toutes les marionnettes que nous manipulons sont représentées quasiment comme des nuages de points avec des triangles. Alors, les points forts de cette représentation, c'est qu'elle est compacte. C'est-à-dire que vous décrivez uniquement la zone d'intérêt avec relativement peu de points. Elle vous permet aussi de faire de la géométrie de haute précision. C'est-à-dire que vous pouvez déformer un mesh, vous pouvez déformer une surface d'un demi-millimètre sans avoir besoin de travailler avec un volume échantillonné avec une précision de l'ordre du demi-millimètre. Quelque part, lorsque vous avez accès à des coordonnées explicites, il est bien plus facile de faire de la géométrie. C'est ce qu'on apprend à l'école, au collège. Quand on fait de la géométrie à l'école, on nous parle toujours des coordonnées x, y, z, des points d'un triangle. Cela veut dire en pratique qu'il est facile de déformer des mèches 3D. Alors en pratique, cette représentation, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire ? D'abord, elle nous permet de visualiser les objets en 3D et de créer des atlas anatomiques. En pratique, là où l'analyse, si vous voulez, des tableaux, des bitmaps facilitait le traitement de textures, la représentation en nuage de points facilite l'analyse de forme. Remarquez qu'un cerveau est plus ou moins petit, qu'un cœur bat plus ou moins bien, c'est beaucoup plus facile sur un mesh 3D que sur une grille de points. Enfin, le troisième niveau d'abstraction, c'est celui du modèle biomécanique ou physiologique. C'est celui où vous allez plaquer une forte connaissance a priori, un mesh volumique, un graphe d'interaction qui vient d'une connaissance scientifique sur votre image. Alors, ce type de modèle physique et biologique, on le décrit souvent avec le vocabulaire des éléments finis ou des réseaux.
c'était peut-être quelque chose d'un peu moins connu pour vous, mais c'est un langage qui est standard, par exemple, dans la création assistée par ordinateur. D'accord, ce genre d'image avec voilà, du sang qui circule, etc. Bah, c'est quelque chose qu'on sait très bien faire en mécanique des fluides. D'accord, ça a été l'enjeu industriel sur les 30 dernières années. Vous savez, c'était les souffleries virtuelles, tout ce qui est Dassault, Airbus, etc. Donc, c'est un avantage, c'est-à-dire qu'il y a une vraie littérature autour de tous ces aspects en imagerie médicale et en dehors. Alors évidemment, les avantages de cette description, bah, c'est qu'elles permettent d'appliquer une connaissance a priori sur un problème d'analyse d'image et donc d'être robuste au bruit des données, tout en promouvant, tout en incitant les modèles à se comporter de manière physiquement réaliste. On utilise souvent ce type de description, bah, d'abord pour donner des interprétations physiologiques, physiques, biophysiques aux images, pour inférer des informations qui pourraient être invisibles, c'est-à-dire que grâce à un modèle biomécanique, vous allez être capable de deviner si le sang circule bien ou pas dans un cœur sans observer le sang sur votre machine IRM. Et enfin, bah, pour simuler une intervention, par exemple, vous allez simuler la mécanique du foie et donc être capable de donner à des chirurgiens des outils pour anticiper pour planifier leurs opérations. Finalement, si je fais le bilan de ma présentation jusqu'à maintenant, eh bien, je dirais qu'en imagerie médicale, on doit toujours combiner une méthode de régression statistique, comme la régression linéaire, avec un modèle pertinent. En pratique, ce que je vous ai montré, c'est que nous pouvons travailler à plusieurs niveaux de description. On peut penser une image comme une grille de pixels 2D ou 3D. On peut penser une forme comme un tableau de coordonnées x, y, z, comme un nuage de points, ou comme un réseau d'interactions complexes entre différents organes, entre différents tissus. Évidemment, l'objectif à terme sera toujours de combiner ces trois aspects à la fois pour tirer le meilleur des deux mondes, pour tirer le meilleur des trois mondes. Dans tous les cas, il est clair qu'il s'agira de définir une grosse formule structurée sur laquelle je pourrais faire une régression. Finalement, définir une formule f qui transforme une image en un nombre f de l'image que l'on cherchera à rendre proche d'un diagnostic ou d'une information pertinente pour le médecin. L'apprentissage supervisé, c'est simplement de définir ce type de formule structurée et ensuite, en utilisant des routines d'optimisation standard, similaires à celles qu'on utilise pour la régression linéaire, bah, de fitter le modèle au mieux aux données. En pratique, nous, entre chercheurs, on parlera toujours d'architecture, de calcul paramétré, ou de manière équivalente de modèles à fitter aux données, ou de réseaux de neurones à entraîner. C'est principalement du jargon. Ces trois termes sont vraiment à peu près équivalents les uns aux autres. La question naturelle, maintenant que je vous ai montré un peu la gamme d'outils que nous avons à disposition, bien évidemment, c'est quelle mise en pratique. Avant de rentrer dans le cœur du problème, il faut faire un point sur les grandeurs mises en jeu. Parce qu'on parle d'image, on en parle comme si voir une image c'était facile, mais non, non, non. Ces données sont très importantes, très grosses, et les ordres de grandeur jouent ou pas en notre défaveur. Alors, un petit calcul, si vous voulez, sur un coin de table. Un scan 3D, on l'a vu, c'est typiquement 100 x 100 x 100 pixels. Disons de 1 million à 100 millions de pixels. Prendre une décision complexe sur un tel volume de données, on peut estimer que ça requiert environ 1000 opérations arithmétiques par pixel. 100 ou 1000 opérations arithmétiques par pixel. Si on veut être capable de travailler avec de la 3D rapidement, il faut donc faire de l'ordre de 10 puissance 10 opérations arithmétiques. C'est-à-dire 10 milliards d'opérations pour travailler sur un seul volume 3D. Alors, jusqu'en 2010, on pouvait se permettre d'être très optimiste. Après tout, vous savez, c'est la loi de Moore, la vitesse des cœurs de calcul augmentait chaque année. Le problème, c'est que depuis 2010, finalement, vous savez, quand vous achetez un ordinateur, la puissance du processeur, elle est toujours estimée en gigahertz. C'est toujours de l'ordre, la puissance de calcul d'une unité de calcul plafonne aujourd'hui aux alentours de 10 puissance 9 ou 1 milliard, 1 giga opérations à la seconde. C'est donc trop lent, puisqu'il nous faudrait au moins 10 milliards d'opérations pour faire un traitement de qualité sur une image. Vous imaginez bien que s'il faut attendre 10 secondes pour prendre la moindre décision sur une image 3D, il va être impossible
de faire de la régression, d'entraîner un modèle en suivant une procédure, si vous voulez, de trial and error, une procédure itérative. On était donc à peu près bloqué jusqu'aux années récentes, mais heureusement, et ça c'est révolutionnaire, c'est-à-dire que même si la puissance de calcul d'un processeur plafonne aux alentours d'1 milliard d'opérations à la seconde, le coût unitaire d'un processeur a par contre grandement diminué. Aujourd'hui, l'achat d'une carte graphique permet de se procurer environ 1000 processeurs pour 1000 euros. C'est vraiment une aubaine, vous vous en rendez compte, parce qu'avec 1000 milliards d'opérations à la seconde, eh bien, ces puces nous fournissent enfin la puissance de calcul nécessaire à l'optimisation de modèles complexes. Alors, ce matériel informatique, il a révolutionné la 3D. Je pense qu'on est tous conscients, si vous suivez un peu, si vous allez au cinéma ou si vous jouez un peu des jeux vidéo, vous vous rendez bien compte que depuis quelque part presque ma naissance, depuis les premiers films Toy Story en 1995 aux jeux vidéo récents, il y a eu un progrès phénoménal. Aujourd'hui, un jeu vidéo moderne, c'est des millions de triangles texturés, donc des millions de nuages de points avec en plus des textures bitmap dessus, qui sont traités en temps réel. Cette évolution elle a été permise par ce matériel informatique, ces processeurs en batterie, et c'est pour ça que pour des raisons marketing, on a décidé d'appeler, enfin les constructeurs ont décidé d'appeler ces puces des cartes graphiques, pour bien faire comprendre aux consommateurs que ce matériel permettait d'avoir des graphismes époustouflants en un temps rapide. Sous le capot, le marketing c'est bien, mais sous le capot, à quoi ça ressemble une carte graphique? Bien, si vous regardez une photo d'une puce 4000, ici c'est 4000 cœurs dans un GPU récent, vous remarquez que le plan d'organisation ressemble en fait beaucoup à celui des ministères, vous savez, des grands ministères aujourd'hui, et puis au 19e siècle. Ici, je vous montre un plan du ministère de la Marine anglais à la fin du 19e siècle. Sur cette photo, on retrouve, vous voyez, une espèce de mémoire, une bibliothèque. Donc, ici sur GPU, c'est ici, je crois. Et tout un tas de blocs de travailleurs indépendants. Ici, donc c'est vraiment ces blocs, c'est une carte graphique, c'est une collection de bureaux avec plein de processeurs à l'intérieur qui vont travailler en parallèle et de manière interchangeable. Évidemment, vu comme ça, vous comprenez tout de suite que le grand problème de la programmation sur carte graphique, le grand défi de travailler avec 4000 travailleurs en simultané sur des données qui sont stockées dans une librairie, c'est qu'il faut réduire les embouteillages en mémoire aux portes du centre de documentation. Pour résoudre ce problème, les constructeurs de cartes, comme les administrateurs du 19e siècle, ont choisi d'adopter une organisation mémoire fine. C'est-à-dire que pour éviter que tout le monde fasse toujours des allers-retours entre son bureau, sa chaise et la librairie, on dispose en fait à l'intérieur de chaque bureau de petits tampons mémoire intermédiaires. Donc vous voyez, c'est-à-dire que chaque bureau possédera une étagère et chaque travailleur, ici dans mon ministère de la Marine, aura une petite feuille, un brouillon. D'accord ? En pratique, travailler avec des cartes graphiques implique de s'embêter à gérer la mémoire à tous ces niveaux. Au niveau du brouillon, au niveau du bureau et au niveau du matériel, au niveau du ministère tout entier. C'est donc très compliqué. Excuse, Alors, Jean, mais ouais. il faudrait avancer assez Ah rapidement. oui, oui. Non, j'ai quasiment terminé. Hein. Attends, vous en faites pas. Donc, tout ça pour dire que pour faciliter l'adoption de son matériel par les chercheurs, le fabricant de puces NVIDIA a fourni un environnement de développement complet aux chercheurs. Donc aujourd'hui, on dispose d'excellentes cartes graphiques, les GPU, mais aussi d'une collection de drivers, exactement comme les drivers d'une imprimante, écrits en langage de programmation, pour le langage de programmation C++, qui gèrent les problèmes de trafic mémoire, c'est-à-dire ça s'appelle l'environnement CUDA, les bibliothèques QBLAS, QDNN, etc. Alors, malheureusement, ces outils, comme les drivers, restent très techniques et sont difficiles d'accès pour les chercheurs, mais heureusement, des logiciels Python de haut niveau sont maintenant disponibles pour permettre aux chercheurs de se concentrer
sur leur modèle. Finalement, se concentrer sur les maths, la santé, l'informatique, et laisser la tambouille bas niveau au driver. La situation, en fait, est exactement la même qu'en graphisme. Pour faire de jolis dessins, vous avez besoin d'une imprimante, d'un driver et d'un logiciel de haut niveau, comme Photoshop. Alors, en IA, c'est exactement la même chose. Pour construire des réseaux de neurones classiques de manière efficace, sur des données tabulaires, on va utiliser un GPU, le driver Cublas, qui est adapté pour faire des produits matriciels, et une interface de haut niveau en Python, comme la librairie PyTorch dont on a parlé précédemment, ou TensorFlow. Si on veut faire des réseaux de neurones convolutifs sur des grilles de pixels, l'histoire est la même. On va utiliser un GPU, l'interface PyTorch et un driver approprié pour travailler sur des grilles de pixels qui s'appelle cuDNN. Alors, vous voyez finalement que pour avoir une vraie révolution applicative, on a vraiment besoin d'avoir toute cette chaîne de transmission. Et on peut se poser la question, qu'en est-il des autres domaines? Qu'en est-il de la géométrie? Qu'en est-il de l'analyse biomécanique? Par exemple, si on veut faire des réseaux de neurones géométriques sur des nuages de points, alors il est clair qu'on va utiliser une carte graphique, il est clair qu'on va utiliser le driver CUDA, mais quelle interface? Quel Photoshop de la recherche, si vous voulez, pour permettre aux chercheurs de piloter leur matériel efficacement? Alors malheureusement, des librairies comme PyTorch ou TensorFlow, qui sont développées par Google et Facebook, qui s'intéressent avant tout, si vous voulez, au traitement de texte, au traitement d'images 2D, ne sont pas forcément très appropriées. Et donc, par exemple, moi, dans mon travail de recherche, une grande partie de mon activité consiste à développer ces Photoshop de la recherche, des librairies qui s'appellent par exemple Keops, qui vont permettre aux chercheurs tout simplement de calculer rapidement avec des nuages de points en s'interfaçant simplement avec la librairie PyTorch. Finalement, en conclusion de cet exposé, c'est tout à fait fini. Que dire? Alors le bilan, c'est d'abord que l'IA, ce sont des bonnes données et un bon modèle. D'accord? Il n'y a vraiment pas de miracle. Pour qu'un algorithme vous donne une bonne décision, il faut soit que vous ayez un très bon jeu de données, soit un excellent modèle. Et en pratique en imagerie médicale, vu qu'on a un peu des deux, on essaie de les combiner. C'est-à-dire qu'on fait avec les bases de données qu'on a et avec les modèles qu'on est capable d'inventer. En pratique, en simplifiant énormément les choses, on peut penser à une image médicale comme la collection d'une information de texture, d'une information de forme et d'une information physiologique. Ce que j'ai essayé de vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que chacune de ces composantes peut être traitée à l'aide de structures de calcul appropriées. C'est les structures de calcul dont on discute tous les jours en conférence entre chercheurs. Alors, les outils Python de haut niveau nous le font souvent oublier, mais sous le capot, nos méthodes repoussent sur des puces, donc les GPU, qui favorisent plus ou moins certaines méthodes. Finalement, si la segmentation, la détection de features ont fait de tels progrès au cours des dernières années, c'est avant tout parce que les cartes graphiques ont été développées pour le jeu vidéo et qu'un écosystème de développement a été créé par NVIDIA, PyTorch, Google et les chercheurs académiques, évidemment. Finalement, aujourd'hui, dans cet exposé un peu pédagogique, j'ai essayé vraiment d'ouvrir le capot de l'IA, de vous montrer que c'est un peu compliqué, mais ce n'est pas non plus inaccessible. C'est exactement comme dans n'importe quel métier. Il y a une pipeline, il y a des outils qui sont faits, et si on veut que les choses avancent, il faut que les outils soient développés. Alors, j'espère vous avoir fait voir que pour comprendre la révolution actuelle de l'IA, c'est possible. Mais si vous voulez vraiment avoir un niveau de compréhension fin, anticiper les évolutions à venir, il va falloir dépasser l'idée d'IA en boîte noire. Évidemment, pour vous y aider, alors on a prévu, il y a plein de choses qui sont prévues en France. Et par exemple, je peux faire un peu de pub pour la masterclass IA Imagerie qu'on organise à Paris 5 avec des gens aussi de Paris-Saclay. Donc si vous allez sur ce site, c'est vraiment une formation qui a été prévue pour les radiologues, pour les internes de radiologie de la région parisienne, et à laquelle vous pouvez vous inscrire chaque année. Mes TP, par exemple, sont en ligne. Vous tapez Jean Fédy sur Google, vous allez tout de suite tomber sur l'information pertinente. Ensuite, si vous êtes un peu plus chercheur que médecin, disons chercheur fondamental, maths info, peut-être que les outils que j'ai développés pourraient vous intéresser, si les nuages de points vous intéressent, et donc vous
pouvez regarder les documentations en ligne de nos librairies et ma thèse de doctorat qui est vraiment faite comme une introduction au domaine pour les ingénieurs et les nouveaux venus dans le domaine, donc qui s'appelle l'analyse de données géométriques au-delà des convolutions. J'espère que ça vous plaira. Et puis évidemment, toutes mes présentations sont disponibles en ligne, donc si vous voulez creuser plus loin, bah, voilà quelques conseils pour commencer, avec évidemment tout le reste de la journée qui sera un super complément. Donc merci beaucoup pour votre attention, et puis si on a le temps et que vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre.